Ma femme a pris le micro lors de sa baby shower et a annoncé devant 70 invités que je n'étais pas le père. Je suis sorti et j'ai passé un seul appel. Son père est devenu blanc comme un linge, a couru vers elle et lui a murmuré quelque chose qui a fait disparaître son sourire pour toujours. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Je m'appelle Antoine Delorme. J'ai 44 ans. Je possède une petite entreprise qui répare et revend des équipements commerciaux, le genre de machines qui font tourner les brasseries et les centres logistiques. J'ai tout construit à partir de rien. Juste un garage loué et un fourgon utilitaire d'occasion. Et en 12 ans, j'en ai fait quelque chose dont je peux être fier. J'ai un fils qui s'appelle Hugo. Il a 8 ans, les dents du bonheur, une passion obsessionnelle pour les dinosaures, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et jusqu'à ce samedi après-midi de mars, je croyais qu'un deuxième enfant était en route. La baby shower était l'idée de Camille depuis le début. 70 invités, une salle louée à Saint-Germain-en-Laye, des ballons pastels et un buffet de traiteur qui a coûté plus cher que mon premier utilitaire. Son père, Gérard Beaumont, 75 ans, fondateur d'une holding immobilière régionale qui appartenait à sa famille depuis les années 80, était assis à la table d'honneur comme à son habitude, le dos droit, un verre de cognac à la main, observant tout avec ce regard plat de conseil d'administration. Hugo sautait partout depuis le matin. Il a tiré sur ma manche avant qu'on quitte la maison et m'a dit « Papa, tu crois que ce sera un garçon ou une fille ?» Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Il a dit qu'il s'en fichait, tant que le bébé aimait les dinosaures. J'ai ri. Ce rire semble appartenir à un autre homme aujourd'hui. La salle était pleine et bruyante quand Camille a pris le micro. J'étais debout près du fond, discutant avec un fournisseur que je n'avais pas vu depuis un an, quand le bruit s'est estompé. Camille avait cette expression sur le visage, celle qu'elle arborait quand elle avait déjà pris une décision et conquis un public pour l'appuyer. Elle a levé son verre, a souri à l'assemblée, puis a tourné les yeux directement vers moi. « Je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité », a-t-elle dit, la voix claire, éclatante et d'un calme absolu. Antoine n'est pas le père. La salle n'a pas poussé de cris de surprise. Elle s'est simplement arrêtée de vivre. Les conversations se sont coupées au milieu d'une phrase. La fourchette de quelqu'un a teinté contre une assiette. Je suis resté là, tenant un verre d'eau pétillante, complètement immobile, pendant que 69 personnes me dévisageaient. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas avancé vers elle. J'ai posé le verre sur la table la plus proche, j'ai boutonné ma veste et je suis sorti. Le parking était tiède et silencieux. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler l'écran jusqu'à l'unique contact, et j'ai appuyé sur appeler. 2 sonneries. C'est le moment, ai-je dit. Lancez tout ce dont nous avons discuté. Derrière moi, à travers les portes en verre, je pouvais voir Gérard Beaumont se lever de sa chaise. Il a traversé la pièce en ligne droite, la mâchoire serrée, et a attrapé Camille par le bras. Il s'est penché près de son oreille, et même de l'extérieur, j'ai pu lire la forme de ce qu'il disait, et la façon dont son visage a changé, passant de triomphant à livide dans l'espace de 3 secondes chrono. J'ai découvert plus tard exactement ce qu'il lui a dit. Un ami qui se tenait assez près a entendu chaque mot. Gérard a dit, « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Supplie-le de revenir à l'intérieur tout de suite ou tu vas absolument tout perdre. » Elle n'a pas bougé assez vite. Lui non plus. J'étais déjà en route pour le cabinet de mon avocat. Les gens ont toujours supposé que Gérard Beaumont avait marié sa fille avec moi parce que j'étais utile. Il n'avait pas totalement tort. Mais l'histoire complète est plus complexe que ça. Et si vous voulez comprendre pourquoi un simple coup de fil sur un parking a pu faire s'effondrer l'empire familial d'une décennie, vous devez comprendre comment il a été construit et à qui Gérard a fait confiance pour le maintenir à flot. J'ai rencontré Camille lors du CIRA, un grand salon professionnel à Lyon, il y a 11 ans. Elle arpentait les allées avec son père pour apprendre les ficelles du métier, ou du moins faire semblant. J'étais là pour essayer de vendre des chambres froides commerciales reconditionnées à des chaînes de restaurants. Gérard m'a coincé sur mon stand, a regardé mes fiches techniques pendant environ 45 secondes et a dit « Vous savez vraiment ce que vous faites, vous ?» Venant de lui, c'était pratiquement une demande en mariage. Camille et moi sommes devenus sérieux dans l'année qui a suivi. Gérard s'est adouci lentement, comme le font les moteurs froids, à contre-cœur, et uniquement sous pression. Mais au moment où nous nous sommes mariés, quelque chose avait changé entre nous. Il m'avait vu gérer un litige contractuel,
m'avait vu transformer un accord d'équipement défaillant en une revente très rentable. Et quelque part en cours de route, il a arrêté de me tester et a commencé à me parler comme à un partenaire. Hugo est arrivé 3 ans après notre mariage. Gérard l'a tenu dans la chambre de la maternité avec la raideur prudente d'un homme qui n'avait jamais vraiment appris la tendresse, et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. 2 ans plus tard, Gérard m'a convoqué dans son bureau à domicile, une pièce qui sentait le vieux bois, le cognac et les grandes décisions, et il a tout étalé. Ses fils, les 2 frères de Camille, s'étaient révélés spectaculairement peu fiables. L'un avait dilapidé un fonds de développement immobilier en poursuivant un concept de complexe hôtelier à Marrakech qui n'avait jamais vu le jour. L'autre avait passé la majeure partie de l'année à faire du conseil pour une start-up qui s'est avérée être le projet vaniteux d'un ancien colocataire d'école de commerce. Gérard avait 73 ans à l'époque et il avait fini de faire semblant que sa lignée sanguine allait protéger son héritage. J'ai besoin de quelqu'un qui lit un bilan financier de la même façon qu'un mécanicien lit un moteur, m'a-t-il dit en servant 2 verres sans me demander mon avis. C'est toi. Pas mes garçons. Toi. Ce qu'il m'a remis n'était pas seulement un titre. C'était le contrôle opérationnel de la holding de la famille Beaumont, des actifs immobiliers dans 3 régions, un portefeuille d'immobilier commercial, 2 fondations privées et un ensemble de documents de gouvernance assez épais pour caler une porte. Enfoui dans ces documents, sur une page que la plupart des gens n'atteindraient jamais, se trouvait une clause que son avocat avait rédigée des années plus tôt après un scandale familial étouffé. Une clause de moralité, le genre de clause qui donnait à l'administrateur en exercice, moi, l'autorité totale pour geler les distributions et les actifs si un bénéficiaire désigné s'engageait dans une conduite jugée publiquement préjudiciable à la réputation de la famille. Gérard ne l'a jamais mentionné directement. Je l'ai trouvé moi-même lors de ma première lecture complète. J'ai mis un post-it dans la marge, je l'ai classé et je n'y ai plus repensé pendant des années, jusqu'à ce que j'en ai besoin. La semaine précédant la baby shower, quelque chose a changé. Camille était distraite d'une manière qui avait des angles vifs. Pas la douce distraction de la fatigue de grossesse, mais quelque chose de plus tranchant, comme si elle répétait un scénario dans sa tête. Elle s'est emportée contre Hugo 2 fois pour rien. Elle a pris un appel dans le jardin et y est restée 20 minutes après la tombée de la nuit. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste observé, et j'ai passé un appel discret à mon avocat, un homme nommé Maître Laurent Mercier, qui gérait mes contrats commerciaux depuis 6 ans. S'il se passe quelque chose, lui ai-je dit, je veux être prêt à agir dans l'heure. Il n'a pas demandé quel genre de choses. Il a juste répondu, j'aurai tout préparé. Hugo m'a demandé ce vendredi soir-là si le nouveau bébé pourrait partager ses livres sur les dinosaures. Je lui ai dit absolument. Il est allé se coucher satisfait. Je suis allé me coucher en sachant que l'après-midi du lendemain allait tout changer. Je ne savais simplement pas encore jusqu'où iraient les dégâts. Le cabinet de Laurent Mercier se trouvait au 4e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait le nettoyant pour moquette et le vieux café. J'étais assis en face de son bureau depuis environ 20 minutes quand mon téléphone a commencé à vibrer. Camille, 4 fois de suite, puis Gérard, puis Camille à nouveau. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai continué à parler. Laurent était le genre d'avocat qui n'avait jamais l'air surpris. Il avait un bloc-notes jaune devant lui et un stylo qu'il n'arrêtait pas de faire cliquer sans s'en rendre compte. J'ai tout exposé, la clause, la documentation que j'avais déjà rassemblée au cours des 3 semaines précédentes, la nature de l'incident public. Il a écouté sans m'interrompre, a pris 6 lignes de notes, puis a dit « Vous comprenez que ça va aller très vite une fois que nous aurons déposé le dossier. » Je lui ai répondu que c'était exactement ce que je voulais. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, la voiture de Camille était dans l'allée et toutes les lumières de la maison étaient allumées. Hugo était chez ma mère. Je m'étais arrangé le matin même de la fête, au cas où. Je suis entré par le garage, j'ai posé mes clés sur le comptoir et je me suis servi un verre d'eau. Camille a descendu les escaliers comme si elle s'attendait à une bagarre. Elle avait ce regard, la mâchoire en avant, les yeux perçants, les épaules tendues. Elle avait troqué sa robe de fête pour un jean et un pull, ce qui, d'une certaine manière, rendait la situation encore plus délibérée. « Tu dois arrêter ce que tu as commencé », a-t-elle dit. « Appelle Laurent et dis-lui de tout annuler. » J'ai bu une gorgée d'eau. « Non. Antoine. » Sa voix avait cette intonation particulière qu'elle utilisait quand elle pensait que le volume seul pouvait me faire plier.
C'est de la folie. Tu vas faire exploser toute notre famille pour un seul instant. C'est toi qui l'as fait exploser, ai-je dit. Moi, je ne fais que remplir des papiers. Elle a croisé les bras. Mon père va tout annuler. Il va convoquer le conseil et te révoquer tes accès avant la fin de la semaine. J'ai posé le verre et je l'ai regardé droit dans les yeux. Camille, ton père m'a nommé directeur exécutif avec une autorité totale et irrévocable. Ses mots, son avocat, sa signature. Il peut appeler qui il veut. La clause est déjà déclenchée. Le gel des avoirs est déjà en marche, et il n'y a rien dans ce document qui lui permette d'outrepasser ma décision unilatéralement. Tu ferais bien de lire la page 47 des statuts avant de faire d'autres promesses sur ce qu'il peut réparer. La certitude sur son visage a vacillé juste une seconde. Il s'agit de bien plus que de la journée d'aujourd'hui, ai-je continué. Tu t'éloignes depuis 8 mois. Tu as arrêté de me parler comme à un partenaire. Tu as commencé à me gérer comme un problème. Et là, tu t'es levé devant 69 personnes et tu leur as dit que notre bébé n'était pas de moi. Ce n'est pas un instant. C'est une conclusion. Tu es dramatique, a-t-elle dit, mais sa voix avait moins d'acier maintenant. Je suis précis, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a essayé 3 autres angles d'attaque au cours des 40 minutes suivantes. Elle a dit que je punissais Hugo. Je lui ai dit qu'Hugo était protégé, que la part de la fiducie qui lui était allouée était structurée séparément et que je n'y avais pas touché. Elle a dit que je l'humiliais. Je lui ai répondu qu'elle s'en était chargée toute seule. Elle a dit que son père dirait au conseil d'administration que j'avais agi de mauvaise foi. Je lui ai dit de le laisser essayer et je lui ai rappelé que le comité de conformité incluait 2 des cousins les plus conservateurs de Gérard, aucun d'entre eux n'ayant oublié le désastre du complexe hôtelier de Marrakech. Celle-là a fait mouche. Elle s'est assise sur le canapé et s'est tue pendant un moment. Quand elle a repris la parole, la colère avait disparu et quelque chose de plus petit l'avait remplacée. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Antoine, là, tout de suite ?» J'ai ramassé mes clés. Rien. Je vais chercher Hugo chez ma mère. Il veut rentrer à la maison et cette maison lui appartient toujours, peu importe ce qui se passe entre nous. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Hugo a couru vers la porte en chaussettes et a jeté ses bras autour de ma taille sans poser une seule question sur l'endroit où j'étais. Je m'y suis accroché pendant un long moment. Certaines choses n'ont pas besoin de documents. Elles ont juste besoin de tenir encore debout. Le kit ADN commandé sur Internet a traîné dans le tiroir de mon bureau pendant 11 jours avant que je ne l'utilise. Je l'avais commandé le lendemain matin de la baby shower, le jour même où j'ai rencontré Laurent pendant que mon téléphone était encore face contre son bureau. Ce n'était pas impulsif. C'était la question que je refusais de poser à voix haute depuis des mois. Et une fois que Camille avait répondu à la version publique devant 69 témoins, je me suis dit que je me devais aussi d'avoir la version privée. Hugo ne savait pas ce qui se passait. Il allait à l'école, rentrait à la maison, mangeait des céréales au petit déjeuner, négociait l'heure du coucher et construisait des habitats pour dinosaures de plus en plus ambitieux avec des boîtes en carton dans le couloir. Je l'observais et j'essayais de ne pas analyser ses traits. J'essayais de ne pas remarquer sa façon de plisser les yeux quand il se concentrait, la même que la mienne. J'essayais de ne pas remarquer, et je remarquais quand même. J'ai fait un prélèvement salivaire au gamin un mardi soir pendant qu'il dormait. Je l'ai envoyé par la poste le mercredi matin en allant à l'atelier. Je suis retourné travailler. 2 unités de réfrigération industrielle à réviser, un four de boulangerie nécessitant un changement complet de carte mère, j'ai gardé mes mains occupées pendant que ma tête tournait en boucle. Les résultats sont arrivés un jeudi, 11 jours plus tard. J'étais assis à mon établi quand la notification de l'email est apparue sur mon téléphone. J'ai posé ma clé à douille, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier et je l'ai ouvert. Hugo James Delorme, probabilité de paternité, 99,98%. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone sur l'établi et je suis resté très immobile pendant environ 2 minutes. Il était à moi, complètement, mathématiquement, sans ambiguïté à moi. Je ne sais pas exactement à quoi je m'étais préparé. Je m'étais dit que j'étais prêt pour n'importe quel résultat, mais assis là dans mon atelier avec de la graisse sur les avant-bras et ce chiffre sur mon écran, quelque chose que je n'avais pas réalisé que je retenais s'est relâché d'un seul coup. Et j'ai dû poser mes 2 mains à plat sur l'établi pour m'empêcher de faire quelque chose de gênant. Il était à moi.
Ce soir-là, je suis allé chercher Hugo à l'école et je l'ai emmené manger un burger. Son choix, toujours le même endroit, toujours un double cheeseburger sans cornichons. Nous étions assis sur une banquette près de la fenêtre et il parlait d'un projet que sa classe faisait sur les volcans, se demandant si les volcans étaient plus dangereux que les astéroïdes et ce qui se passerait si un volcan entrait en éruption à l'intérieur d'une ville. J'ai écouté chaque mot. À un moment, il a levé les yeux de son assiette et a dit « Papa, est-ce que maman et toi allez arrêter d'habiter ensemble ?» Les enfants n'y vont pas par 4 chemins. J'ai toujours admiré ça chez eux. Les choses vont changer, lui ai-je dit honnêtement. Mais je ne vais nulle part. Pas loin de toi. Cette partie-là reste la même, quoi qu'il arrive. Il a réfléchi à ça pendant un moment, en mâchant, puis il a dit « Ok. Est-ce que je peux avoir un milkshake ?» Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir 2 s'il le voulait. Il s'est contenté d'un seul au chocolat et est retourné à ses volcans. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assis à la table de la cuisine avec une copie des documents de la holding et la dernière mise à jour de Laurent. Le gel financier tenait bon. Gérard avait contacté le comité de conformité à 2 reprises et avait été renvoyé au statut à chaque fois. La demande légale informelle de Camille n'avait mené nulle part. La machine tournait exactement comme prévu. Mais je ne pensais à rien de tout ça. Je pensais à un garçon de 8 ans posant une question juste devant un double cheeseburger, obtenant une réponse directe et décidant qu'un milkshake était la réaction appropriée. Ce gamin avait le sens des priorités. J'allais m'assurer de garder les miennes tout aussi claires. Laurent Mercier ne m'a pas recommandé d'engager un détective privé. Il a dit que ce n'était pas juridiquement nécessaire, que l'incident public suffisait à lui seul à maintenir la clause. Mais il a aussi dit, et je me souviens de ces mots exacts, si vous voulez connaître l'ampleur exacte de ce à quoi vous avez affaire, cela nécessite un autre type de préparation. Il a fait glisser une carte de visite sur le bureau sans que ce soit une suggestion, juste une information. J'ai appelé le numéro le soir même. Le détective s'appelait Franck Lemaire, la cinquantaine, ancien inspecteur des fraudes aux assurances, aucune présence sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pris pour un bon signe. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon atelier le mardi suivant. Il a bu un café noir, a posé 8 questions directes et a facturé un tarif forfaitaire. Je l'ai embauché sur le champ. Il est revenu vers moi 9 jours plus tard. J'étais à l'atelier quand il a appelé, à mi-chemin du recablage d'un panneau de commande de la vaisselle commerciale. J'ai dit à mon technicien de finir le travail et j'ai pris l'appel dans mon bureau, une petite pièce à l'écart de l'atelier principal avec une fenêtre qui donnait sur la cour des équipements. Le rapport de Franck était précis. L'homme s'appelait Julien Chassagne, 40 ans. Il travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture de cuisine professionnelle, le même secteur dans lequel j'évoluais, ce qui expliquait comment leurs chemins s'étaient croisés. Lui et Camille s'étaient apparemment rencontrés lors d'un événement de réseautage de l'industrie il y a 14 mois. Franck avait des photographies horodatées provenant de 3 endroits différents, un restaurant à Neuilly-sur-Seine, le parking d'un hôtel à Boulogne-Billancourt, un café à 2 rues de l'école d'Hugo. Cette dernière information s'est posée dans ma poitrine comme un charbon ardent. Il y avait plus. Julien Chassagne n'avait aucune idée que Camille était enceinte. Franck avait confirmé cela via une source à l'intérieur du lieu de travail de Julien. Une assistante avait surpris une conversation téléphonique dans laquelle Julien exprimait avec une certaine agitation qu'il venait d'apprendre l'annonce de la baby shower par des contacts mutuels de l'industrie et qu'il n'avait aucune connaissance préalable de la grossesse de Camille. Il avait été, au dire de tous, pris de court. Donc, elle l'avait utilisé sans le lui dire, et elle m'avait utilisé comme le matelas financier sur lequel elle prévoyait d'atterrir. Je suis resté avec ça pendant un long moment après avoir raccroché. Le lendemain après-midi, les frères de Camille ont débarqué à mon atelier sans prévenir. Les deux, Thomas et Maxime Beaumont, la quarantaine, des bronzages qu'ils ne pouvaient pas s'offrir et des attitudes calibrées pour des hommes ayant plus de poids qu'ils n'en avaient réellement. Thomas a le plus parlé. Il s'est tenu dans ma cour d'équipement en veste de costume et m'a dit que je faisais une erreur, que la famille allait se réunir pour résoudre ça en privé, que je devais me retirer et laisser Gérard gérer la situation. J'ai écouté tout son discours sans l'interrompre. Quand il a eu fini, j'ai dit « Vous avez terminé ?» Thomas a cligné des yeux. « Antoine, j'essaie de. J'ai 2 caméras qui couvrent cette cour, ai-je dit. Une au portail, une sur le mur sud. Les 2 enregistrent avec le son. Quoi que vous soyez venu dire ici, c'est maintenant archivé.
Donc, si l'un de vous a l'intention de faire suivre cette conversation de quoi que ce soit qui ressemble à de l'intimidation ou de l'ingérence, Maître Mercier aura les images avant même que vous ne soyez de retour sur l'autoroute. Maxime, qui n'avait pas dit grand-chose, a regardé la caméra au-dessus de la porte sud. Il a touché le bras de Thomas. Ils sont partis. J'ai transféré les images à Laurent ce soir-là. Il les a versées au dossier de conformité le lendemain matin. Gérard m'a appelé 2 jours plus tard. Il avait essayé d'appeler Laurent, qui n'arrêtait pas de le rediriger vers les statuts de la charte, et il avait apparemment fini par décider de tenter sa chance directement avec moi. La conversation a été courte. Il a commencé par exprimer sa déception, et rapidement passé à la pression, et est arrivé à la suggestion à peine voilée que je détruisais l'héritage de la famille pour des raisons personnelles. Gérard, ai-je dit, vous m'avez donné l'autorité de protéger cette holding contre exactement ce genre de scandale réputationnel. C'est vous qui avez écrit la clause. Votre avocat l'a rédigée. Votre signature est sur chaque page. Si vous souhaitez argumenter que j'abuse de mon autorité, vous êtes libre de défendre cette position devant le comité de conformité. On se verra là-bas. Il s'est tu. Puis, d'une voix plus basse, il a dit, c'est ma fille. Je sais, ai-je dit. Et Hugo est mon fils. J'ai les papiers pour le prouver. Il n'a pas répondu à ça. L'appel s'est terminé peu après. Cette nuit-là, je me suis assis dans l'encadrement de la porte d'Hugo après qu'il se soit endormi et je l'ai regardé respirer pendant un moment. Il était enroulé autour d'un tricératops en peluche qu'il avait depuis l'âge de 3 ans, un pied pendant du bord du matelas, complètement paisible, complètement inconscient. J'ai pensé à Julien Chassagne, qui n'était pas au courant de la grossesse. J'ai pensé à Camille, qui avait planifié toute la chorégraphie de cette fête prénatale avec une précision qui m'impressionnait encore d'une manière sinistre. J'ai pensé à Gérard, qui avait bâti un empire, remis les clés à la seule personne en qui il avait confiance et découvrait maintenant ce que cela signifiait réellement. Et puis j'ai arrêté de penser à eux tous et j'ai juste regardé mon fils dormir. Certains problèmes se règlent avec des documents. D'autres choses doivent simplement être protégées. Laurent m'a appelé un jeudi matin avec le genre de voix qui signifie qu'il a trouvé quelque chose d'important et qu'il choisit ses mots avec soin. Il y a quelque chose dans l'audit de la holding que vous devez voir en personne, a-t-il dit. Venez cet après-midi. J'ai reprogrammé 2 rendez-vous clients et j'étais à son cabinet à 14 heures. Il avait un résumé imprimé sur son bureau et un tableur ouvert sur son écran. L'audit de conformité déclenché par l'activation de la clause avait impliqué un contrôle complet de tous les comptes sous le mandat de la charte. Procédure standard. Ce qui n'était pas standard, c'était ce que l'auditeur avait fait remonter dans la structure des comptes offshore. Sur une période d'environ 4 ans, une série de virements avait déplacé des fonds depuis l'une des entités de la fiducie basée au Luxembourg vers un compte privé au nom de Gérard seul. Les transferts étaient petits individuellement, entre 8 000 et 20 000 euros chacun, mais il y en avait 41. Le total s'élevait à un peu moins de 900 000 euros. Je suis resté assis dans la chaise en face de Laurent et j'ai regardé le tableur pendant un long moment sans parler. Est-ce que c'est de l'évasion fiscale, ai-je demandé. C'est à un expert comptable judiciaire de le déterminer, a dit prudemment Laurent. Ce que je peux vous dire, c'est que ces transferts n'étaient pas autorisés par les documents directeurs de la holding. Et en tant que directeur exécutif, vous êtes tenu de les signaler au comité de conformité. Je me suis adossé à ma chaise. Gérard a fait ça lui-même. Le compte est à son nom. Les autorisations de transfert portent sa signature numérique. L'image qui s'assemblait dans ma tête n'était pas flatteuse. Gérard avait construit un empire. Il s'était érigé en patriarche, en architecte, en autorité morale. Il avait fait la leçon à ses fils sur la responsabilité financière tout en déplaçant discrètement 900 000 euros d'un compte de fondation vers ses avoirs personnels. Il m'avait remis les clés du coffre, n'imaginant jamais que j'irais fouiller dans les recoins. Déposez le dossier, ai-je dit. Laurent a fait une pause. Antoine, vous comprenez que cela implique directement Gérard? Cela pourrait déclencher un contrôle du fisc. Cela pourrait affecter son. Je comprends, ai-je dit. Déposez-le. Il a hoché la tête et a pris une note. J'ai conduit jusqu'à l'atelier et je suis resté assis dans mon bureau pendant 20 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je n'étais pas en colère contre Gérard. J'étais quelque chose de plus froid que la colère. J'avais fini d'être surpris.
L'homme qui m'avait dit que j'étais le seul en qui il avait confiance gérait son propre compte occulte depuis le début. Tout le monde dans cette famille avait une stratégie cachée. La différence entre eux et moi, c'était que ma stratégie était écrite, autorisée et totalement transparente. J'ai appelé Gérard ce soir-là. Il a décroché à la première sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il attendait. L'audit de conformité a trouvé les virements au Luxembourg, ai-je dit. J'ai demandé à Laurent de les signaler au conseil. Silence. Puis, Antoine, ce sont des arrangements privés qui précèdent votre. Qui précèdent la charte. Et ils ne sont pas autorisés par celle-ci, ai-je répondu. Vous le savez. J'ai construit cette holding, a-t-il dit, la voix baissant. J'ai tout construit à l'intérieur. Je sais, ai-je dit. Ce qui signifie que vous saviez exactement quelles étaient les règles quand vous les avez enfreintes. Un autre silence. Plus long cette fois. Que voulez-vous, a-t-il finalement demandé. Pas exigeant, juste fatigué. Je ne veux rien de vous, Gérard. Je n'utilise pas ça comme moyen de pression. Les règles exigent un signalement, et je suis les règles. Les mêmes règles que vous avez mises en place. Si vous voulez anticiper ça avec le conseil vous-même avant le dépôt formel, vous avez environ 48 heures. J'ai raccroché et je suis resté dans ma voiture sur le parking de mon propre atelier, à écouter le bourdonnement des équipements à travers les murs. Les compresseurs qui tournaient, les ventilateurs qui fonctionnaient, le son ordinaire des choses qui marchent comme prévu. Je n'avais jamais voulu de tout ça. La holding, l'autorité, l'audit, la confrontation avec un homme de 75 ans qui pensait avoir blindé sa retraite en faisant confiance au bon gendre. Je voulais juste gérer mon entreprise, élever mon fils et aller me coucher sans avoir un poids sur la poitrine. Mais j'y étais, et le travail n'était pas encore terminé. Le dossier du tribunal aux affaires familiales est arrivé un mardi. L'avocat de Camille, un homme nommé Maître Victor Prasquier, spécialisé dans les divorces à fort enjeu et possédant le genre d'assurance tranquille qui vient du fait de gagner assez d'affaires pour arrêter de s'inquiéter de celles qu'on pourrait perdre, a soumis une requête d'urgence. Il affirmait que mon invocation de la clause de la fiducie constituait une coercition financière et créait un environnement de détresse émotionnelle pour une femme enceinte. Il demandait le rétablissement immédiat de l'accès de Camille aux distributions de la holding et un gel temporaire de tout examen d'actifs supplémentaires. Laurent Mercier a déposé la réponse le jeudi après-midi. J'étais assis dans son bureau pendant qu'il m'en expliquait les détails. La contre-requête était précise et méthodique. 41 pages qui répondaient à chaque affirmation de Prasquier, citaient le langage spécifique de la charte autorisant mes actions et joignaient en tant que pièce justificative la documentation vidéo de l'incident de la baby shower. Les conclusions préliminaires du comité de conformité et une copie certifiée des documents directeurs de la holding, y compris la clause de moralité et sa définition du préjudice réputationnel. La motion d'urgence est une manœuvre d'ouverture classique, a dit Laurent en s'adossant à sa chaise. Il essaie de créer de l'urgence là où il n'y en a pas. Le texte de la clause est inattaquable. Un juge aux affaires familiales ne va pas annuler la gouvernance interne d'une fiducie privée sur la base d'une détresse émotionnelle sans preuve substantielle de faute grave. Et il n'y a aucune faute ici. La juge a rejeté la requête d'urgence dans les 48 heures. Procédure standard. Motif insuffisant pour une mesure de secours d'urgence. Prasquier a redéposé le dossier sous forme de requête classique. Laurent a dit que nous répondrions selon la procédure normale et qu'il ne fallait pas en perdre le sommeil. Je ne perdais pas le sommeil à cause de la procédure légale. Je perdais le sommeil à cause de la prochaine manœuvre de Camille. Elle est intervenue un vendredi soir. J'ai récupéré Hugo à l'école et il était silencieux sur la banquette arrière, d'une manière qui n'était pas son silence habituel. Les silences d'Hugo sont normalement du genre à précéder une question sur la biologie des dinosaures ou sur le fait que les trous noirs font du bruit. Celui-ci était différent. Il regardait par la fenêtre et tenait son sac à dos sur ses genoux comme s'il avait froid. Maman a appelé l'école aujourd'hui, a-t-il dit à environ 2 minutes de la maison. J'ai gardé les yeux sur la route. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit à Madame Dubois que je devrais rentrer à la maison avec grand-père Gérard après l'école le vendredi à partir de maintenant. Il a fait une pause. Madame Dubois t'a appelé, n'est-ce pas ? C'est exact, ai-je répondu. Madame Dubois m'avait appelé à midi et j'avais déjà parlé au coordinateur administratif de l'école concernant les autorisations de sortie. Mon nom était le contact principal. Pas celui de Gérard.
J'ai dit à Madame Dubois que je voulais rentrer à la maison avec toi, a dit Hugo. Je lui ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est vrai? Ouais. Il a haussé les épaules avec la désinvolture particulière d'un enfant de 8 ans qui essaie de ne pas faire tout un plat de quelque chose qui est pourtant important. Je ne voulais pas aller chez grand-père sans savoir si tu étais au courant. Je me suis engagé dans notre rue et je me suis arrêté à un feu. Hugo, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Et pour info, peu importe où tu vas après l'école, je serai toujours au courant à l'avance. C'est garanti. Il a hoché la tête et a semblé s'apaiser. Le temps qu'on arrive à la maison, il posait des questions sur le dîner. Et le temps que le dîner soit terminé, il construisait quelque chose d'architectural avec des boîtes en carton dans le couloir. J'ai appelé Laurent ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il l'a ajouté au dossier de l'affaire. La semaine suivante, il a déposé une demande de garde principale exclusive, citant une ingérence parentale documentée dans les protocoles scolaires établis. Il a également cité la préférence exprimée par Hugo, ce qui, devant un juge aux affaires familiales en France, a un poids certain lorsqu'un enfant atteint un niveau de maturité démontré, même s'il est jeune. Maître Prasquier a déposé une contre-requête arguant que la grossesse de Camille lui donnait droit à une considération de résidence principale. La juge a programmé une audience 3 semaines plus tard. Pendant ce temps, sur un autre front, le comité de conformité a terminé son examen préliminaire des transferts non autorisés de Gérard. Le comité, présidé par le propre cousin de Gérard, un banquier à la retraite conservateur nommé Arthur Fresson, qui n'avait aucune patience pour ce qu'il appelait en privé la créativité comptable familiale, a émis un constat formel de distribution non autorisée. L'affaire a été transmise à l'expert comptable judiciaire de la holding et, conformément aux obligations de déclaration, signalée aux autorités fiscales compétentes pour examen. Gérard m'a appelé le soir où la décision a été rendue. Il était presque 22 heures. Il avait l'air plus vieux qu'il y a 3 semaines, ce que je ne pensais pas possible. Arthur Fresson m'a appelé cet après-midi, a-t-il dit. Ça fait 22 ans que nous sommes dans le même groupe de golf du dimanche. Je sais, ai-je dit. Était-ce nécessaire, Antoine? Signaler ça au fisc. C'était obligatoire, ai-je répondu. Annexe 7 de la charte. Laurent l'a signalé parce que c'est obligatoire. Je n'avais pas le choix, et lui non plus. Un long silence. J'ai construit cette affaire à partir de rien. 40 ans. Je sais que vous l'avez fait, ai-je dit. C'est pourquoi les règles que vous avez écrites devraient s'appliquer à tout le monde, y compris à vous. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix s'était transformée en quelque chose qui n'était pas tout à fait des excuses, mais qui s'en rapprochait. J'ai mal jugé certaines choses, a-t-il dit. À propos de Camille, à propos de ce dont elle était capable. Moi aussi, ai-je dit. Pendant environ 8 ans. Nous en sommes restés là. Ni chaleureux, ni froid, juste 2 hommes qui avaient tous les deux été surpassés en manœuvre par quelqu'un en qui ils avaient confiance et qui gérait maintenant les conséquences de différentes manières. Le lundi suivant, Julien Chassagne a déposé une déclaration de reconnaissance de paternité volontaire via un avocat en droit de la famille. Il avait apparemment engagé un conseil la semaine précédente. Laurent m'a dit que c'était en fait très utile. Cela signifiait que la question de la filiation légale de l'enfant à naître serait résolue par les voies appropriées sans que je sois nommé dans une quelconque procédure contestée. La biologie était claire. Les papiers allaient suivre. Je n'étais pas désigné comme le père. Je n'allais pas me battre pour l'être. Ce chapitre appartenait à quelqu'un d'autre. Mon chapitre, c'était Hugo. Et l'audience qui arrivait dans 3 semaines. Et ce paisible et ordinaire mardi matin où je l'ai déposé à l'école, où il s'est retourné au portail, m'a fait le même signe de la main à 2 doigts qu'il me faisait toujours et a disparu par les portes sans regarder en arrière. Ce signe de la main valait chaque document que j'avais déposé. L'événement de relance a eu lieu dans un loft emprunté dans le Marais à Paris. J'en ai entendu parler par Franck Lemaire, qui était resté vaguement connecté à l'affaire à ma demande. Camille avait organisé ce qu'elle appelait une réception communautaire, un rassemblement sur invitation uniquement pour les soutiens de sa fondation, les membres du conseil et une sélection de contacts médiatiques qu'elle avait cultivés au fil des ans. Le but déclaré était de dissiper les récentes idées fausses et de réaffirmer l'engagement de la fondation envers sa mission. Franck y a assisté en tant que contact fournisseur de l'une des entreprises de restauration.
Il m'a envoyé un résumé de 2 paragraphes ce soir-là. 41 personnes se sont présentées. Sur les 18 membres du conseil qui avaient reçu des invitations, 6 sont venus. Le reste a décliné l'invitation ou n'a simplement pas répondu. L'événement a duré 90 minutes. Camille a fait une déclaration préparée sur la vie privée, les défis personnels et l'importance du contexte. Il n'y a eu aucune question de la salle. Le service traiteur a été décrit par Franck, avec son sens de la litote caractéristique, comme ambitieux. 3 jours plus tard, le conseil de la fondation a voté pour retirer à Camille son rôle d'ambassadrice. La lettre était formelle, brève, et citait une conduite incompatible avec les valeurs de l'organisation. Une marque de bien-être haut de gamme qui était en discussion préliminaire de partenariat a discrètement informé ses représentants qu'il poursuivait d'autres opportunités. Un magazine régional lifestyle qui devait faire un portrait d'elle dans son numéro d'automne a annulé l'article sans explication. Le nombre de followers de Camille sur les réseaux sociaux était d'environ 44 000 avant la baby shower. À la 6e semaine, il était tombé à 31 000, et les commentaires sur ses publications restantes avaient le ton particulier d'un public qui avait décidé d'observer plutôt que de s'engager. Elle a déposé une requête affirmant que sa grossesse lui donnait droit à une résolution accélérée de la question de la garde et demandant que le tribunal considère sa situation financière réduite, conséquence directe du gel de la fiducie, comme un facteur dans la détermination de la pension alimentaire. Maître Prasquier a plaidé avec conviction. Laurent Mercier a répliqué avec des documents. La juge, une femme pragmatique nommée la juge Patricia Delcourt, a examiné les 2 dossiers et a programmé une audience formelle. Lors de cette audience, 3 choses importantes se sont produites. Premièrement, la psychologue de l'école d'Hugo a soumis une déclaration écrite décrivant la préférence exprimée d'Hugo de rester sous la garde principale de son père. Ses résultats scolaires stables et son comportement émotionnel constant pendant ce que la conseillère a décrit comme une période de stress familial évident. Deuxièmement, la juge Delcourt a refusé de traiter le gel de la fiducie comme un facteur pertinent dans le calcul de la pension alimentaire, notant que le gel résultait du comportement documenté de la plaignante, et non d'une quelconque action du défendeur visant à réduire les ressources disponibles. Troisièmement, et c'est le plus important, lorsque l'avocat de Camille a soutenu que sa grossesse créait des circonstances spéciales justifiant une priorité résidentielle, la juge Delcourt a posé une question directe: qui était le père désigné de l'enfant à naître sur le dossier légal actuel? Maître Prasquier a répondu que la paternité était une question distincte en attente de résolution. La juge Delcourt a fait noter la réponse au dossier, l'a laissée telle qu'elle est et passé à la suite. Camille a essayé d'utiliser Hugo 2 fois de plus dans les semaines qui ont suivi. La première fois, elle l'a appelé directement sur sa tablette scolaire pendant le déjeuner, un appareil censé être utilisé uniquement pour le travail scolaire, et a eu une conversation de 20 minutes qu'Hugo m'a décrite le soir même comme bizarre et un peu triste. Il m'a dit qu'elle lui avait demandé s'il lui manquait. Il m'a dit qu'il n'avait pas su quoi répondre. J'ai documenté la chose et je l'ai ajouté au dossier de Laurent. La deuxième fois, elle a envoyé un message par l'intermédiaire de l'entraîneur de football du week-end d'Hugo, un bénévole nommé Kevin qui n'avait aucune idée qu'on l'utilisait comme messager, demandant à Hugo de me dire qu'elle voulait parler. Hugo est rentré de l'entraînement, a transmis le message mot pour mot avec l'exactitude factuelle d'un enfant qui ne comprend pas encore les sous-entendus des adultes, puis a demandé s'il pouvait avoir une glace à l'eau. Je lui ai donné la glace à l'eau et j'ai appelé Laurent. Laurent a déposé une requête citant des tentatives documentées d'utiliser un enfant mineur comme intermédiaire dans des procédures judiciaires pour adultes. La juge Delcourt l'a ajouté au dossier avec une note stipulant que toute tentative de contact ultérieure passant par l'enfant serait traitée comme une interférence avec la procédure de garde. Camille s'est tue après ça, non pas parce qu'elle avait accepté quoi que ce soit, je m'en doutais, mais parce que Maître Prasquier lui avait finalement dit ce que Laurent me disait depuis le début. Le terrain juridique sur lequel elle se tenait était mince, et plus elle bougeait, plus il s'effondrait sous elle. Le conseil de la fondation a nommé une nouvelle ambassadrice, une ancienne présentatrice du journal télévisé local qui s'était reconvertie dans la promotion du bien-être. L'annonce a été chaleureusement accueillie. Personne n'a mentionné le nom de Camille. Il me restait 3 semaines avant l'audience pour la garde. Je les ai passées à travailler, à aller chercher Hugo à l'école, à l'aider avec son projet de science sur les plaques tectoniques et à manger des céréales avec lui le samedi matin pendant qu'il regardait des documentaires animaliers. Des choses simples, des choses vraies, le genre de choses qui ne font pas les gros titres et ne nécessitent pas d'avocat. Le genre de choses qui tiennent bon.
L'audience pour la garde a été programmée un mardi matin dans un tribunal des affaires familiales qui sentait la cire pour le sol et l'air recyclé. Je suis arrivé 20 minutes en avance avec Laurent Mercier, 2 chemises de documentation et cette immobilité particulière qui vient du fait de savoir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait avant de franchir une porte. Maître Prasquier était déjà là avec Camille quand nous sommes arrivés. Elle avait l'air composée, de la manière dont les gens ont l'air composés quand ils y ont travaillé. Les cheveux nets, l'expression neutre, les mains croisées sur la table. Je me suis assis à l'autre bout de la pièce et je n'ai pas fixé mon regard sur elle. La juge Patricia Delcourt tenait son tribunal d'une main de fer. Elle avait examiné les dossiers à l'avance, ce qui était évident vu la façon dont elle progressait dans la procédure sans faire de pause pour s'orienter. Elle posait des questions directes, acceptait des réponses directes et avait l'impatience particulière de quelqu'un qui était au tribunal de la famille depuis assez longtemps pour reconnaître un argument fabriqué d'un argument authentique. Maître Prasquier a commencé par réitérer la grossesse de Camille et la difficulté émotionnelle des circonstances actuelles. Il a soutenu que perturber la relation d'un enfant avec sa mère pendant cette période causerait un préjudice durable. Il était éloquent et organisé. C'était un bon argument pour un dossier fragile. Laurent a répondu avec le dossier documenté. La déclaration écrite de la psychologue scolaire d'Hugo, l'incident avec la tablette de l'école, la situation de l'entraîneur de football, les conclusions du comité de conformité, le rejet des 2 requêtes d'urgence, la déclaration de reconnaissance de paternité déposée par Julien Chassagne. Il a tout présenté dans l'ordre, calmement, sans théâtralité. La juge Delcourt a demandé que la déclaration de la psychologue d'Hugo soit lue à haute voix pour le compte-rendu. Il y avait 3 paragraphes. La partie pertinente disait, Hugo a exprimé à plusieurs reprises et sans y être invité une préférence claire de rester sous la garde de son père. Il est émotionnellement stable, scolairement constant et fait preuve d'un attachement sécurisant à son père que je considérerais comme un facteur de protection primordial durant cette période de transition. La juge Delcourt m'a accordé la garde principale d'Hugo. Elle a établi un calendrier de droits de visite structuré pour Camille, 2 week-ends par mois et une soirée en milieu de semaine. Tous les échanges devant avoir lieu dans un endroit neutre et toutes les communications entre les parents devant s'effectuer via une application de coparentalité désignée. Elle a pris note des tentatives précédentes d'utiliser Hugo comme intermédiaire et a déclaré clairement que toute récidive serait traitée comme une violation de l'ordonnance parentale. Camille n'a rien dit lors de la lecture du jugement. Elle a gardé les mains croisées. Maître Prasquier a écrit quelque chose sur son bloc-notes. J'ai remercié Laurent sur le parking. Il m'a dit que j'avais fait le travail et que le résultat le reflétait. Nous nous sommes serrés la main et il est parti en voiture. Je suis resté assis dans mon utilitaire un moment avant de démarrer le moteur. Hugo était à l'école. J'allais le chercher à 16h30, comme tous les mardis. Il ne savait rien pour l'audience. J'allais le lui dire simplement, avec les bons mots, ce soir-là. L'appel est arrivé 12 jours plus tard. C'était Gérard, pas son ton mesuré habituel, quelque chose de plus fin, de plus prudent. Il a dit que Camille avait été admise à l'hôpital de Poissy la nuit précédente. Elle avait eu un travail prématuré à 34 semaines. Il y avait eu des complications. Le bébé avait été mis au monde par procédure d'urgence. Le bébé était vivant, petit, en service de réanimation néonatale, mais stable. Camille se remettait. Je suis resté avec cette information pendant un long moment. Gérard ne m'a pas demandé de faire quoi que ce soit. Il me l'a juste dit. De la manière dont un homme donne à quelqu'un une information qu'il pense qu'il mérite d'avoir, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir appelé, ai-je dit. Elle a fait ses choix, a-t-il dit. Moi aussi. Mais elle reste ma fille. Je sais, ai-je répondu. Nous avons terminé l'appel sans faux-semblant. Je suis allé chercher Hugo à l'école. Et sur le chemin du retour, je lui ai dit prudemment et simplement que sa mère avait été à l'hôpital mais qu'elle allait bien. Il est resté silencieux un moment, puis a demandé si le bébé allait bien aussi. Je lui ai dit que le bébé était petit mais qu'il était soigné par de bons docteurs. Il a hoché la tête et a regardé par la fenêtre. Au bout d'une minute, il a dit, « Papa, est-ce qu'on peut avoir un aquarium ?» J'ai ri, j'ai vraiment ri, le premier vrai rire depuis des semaines, et je lui ai dit qu'on allait se renseigner. Julien Chassagne a visité l'hôpital le lendemain. Gérard me l'a dit aussi lors d'une conversation ultérieure. Il s'était assis en réanimation néonatale et avait tenu sa fille pendant 20 minutes.
Ce que cela donnerait pour l'avenir ne regardait que d'eux et les avocats qu'il finirait par impliquer. Ce n'était plus mon histoire. La mienne, c'était ce gamin qui posait des questions sur un aquarium. 8 mois après l'audience, j'ai acheté une maison rue des Tilleuls, dans un quartier calme de la vallée de Chevreuse. 3 chambres, un garage pour 2 voitures que j'ai immédiatement converti en annexe d'atelier, un jardin avec de la place pour qu'Hugo puisse faire tout ce qu'Hugo allait inventer ensuite. J'ai payé comptant, pas avec l'argent de la holding. Pas un seul centime de cet argent n'avait jamais touché mes comptes personnels. Et j'avais gardé les choses ainsi par principe, grâce à ma propre entreprise qui avait connu une croissance régulière au cours de l'année écoulée. De la manière dont les entreprises ont tendance à croître quand on arrête de dépenser son énergie mentale sur des choses qui ne peuvent pas être réparées pour la rediriger vers celles qui peuvent l'être. Hugo a choisi sa chambre lors de la première visite. Il s'est tenu dans l'encadrement de la plus grande des 2 chambres secondaires, a regardé autour de lui pendant environ 4 secondes et a dit « celle-là ». Il avait une vision. Je n'ai pas posé de questions. Nous avons passé un samedi à la peindre. Il a opté pour un vert forêt profond, un choix inhabituel pour un enfant de 8 ans, mais Hugo avait toujours eu des opinions tranchées. J'ai fait les raccords le long du plafond pendant qu'il maniait le rouleau sur les murs principaux avec l'intensité concentrée qu'il mettait dans tout ce qui lui tenait à cœur. Quand nous avons eu fini, la chambre sentait la peinture et ressemblait à une forêt, et Hugo se tenait au milieu avec des taches vertes sur les avant-bras en disant que c'était parfait. J'ai lancé une nouvelle gamme de services cet automne-là, des contrats de maintenance préventive pour les équipements de cuisine professionnels, couplés au travail de réparation et de revente que je faisais depuis des années. C'était le genre de revenu récurrent et stable qui stabilise une entreprise pendant les saisons creuses. En 4 mois, j'avais 11 contrats. En 7 mois, j'en avais 19. Gérard a conclu un accord avec le comité de conformité au printemps. Les termes n'étaient pas publics, mais Laurent m'a dit qu'ils impliquaient un remboursement important au compte de la fondation et une restructuration de son implication personnelle restante dans les affaires de la holding. Il a conservé son statut de patriarche de la famille et son nom. L'autorité opérationnelle est restée entre mes mains. Il m'a appelé le lendemain de l'officialisation de l'accord. Il a dit « Je te dois une conversation que j'aurais dû avoir avec Camille il y a 10 ans. » Je lui ai dit que ce n'était pas seulement de sa faute. Il a dit « Peut-être pas. » Nous avons convenu d'être en désaccord sur les proportions. Les visites de Camille s'étaient installées dans un rythme gérable. Elle se présentait lors de ses week-ends prévus, était présente et appropriée avec Hugo, et communiquait avec moi via l'application de coparentalité sans drame. Elle vivait dans un appartement plus petit. Son travail à la fondation avait été réduit à un simple rôle de conseillère auprès d'une association à but non lucratif dans laquelle elle était impliquée avant que tout ne s'effondre. Ce n'était pas une vie qu'elle avait conçue pour elle-même, mais c'était une vie qui fonctionnait. Julien Chassagne avait reconnu la paternité du bébé, une fille, m'avait-on dit en passant. S'il avait un arrangement quelconque avec Camille au-delà de ça, je l'ignorais sincèrement et je ne cherchais pas à le savoir. L'aquarium a vu le jour. Hugo a nommé ses 3 poissons d'après des reptiles marins préhistoriques, Pio, Mossy et Gary. Ce dernier, a-t-il admis, n'était pas historiquement exact, mais lui semblait juste. Je lui ai dit que Gary était un excellent nom pour un poisson. Il a été d'accord. Un dimanche de novembre, environ 9 mois après le jour où tout a éclaté dans cette salle de fête, j'étais dans l'annexe de mon atelier, porte de garage ouverte, en train de travailler sur une machine à expresso professionnelle que quelqu'un avait déposée pour une révision complète. Hugo était dans le jardin, lançant une balle de tennis contre la clôture avec la patience rythmique d'un gamin capable de s'occuper tout seul pendant des heures. La lumière de l'après-midi était plate et chaude. Le quartier était silencieux. À un moment, il est venu dans l'encadrement de la porte du garage, la balle à la main, et m'a regardé travailler pendant 1 minute. « Papa » a-t-il dit. « C'est comme ça que ça va être maintenant ?» J'ai posé ma clé et je l'ai regardé. Plus ou moins. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il a réfléchi à la question avec le sérieux qu'elle méritait. Puis il a haussé les épaules, a fait rebondir la balle une fois sur le sol en béton et a dit « J'aime bien ». Il est retourné dans le jardin. J'ai repris ma clé et je me suis remis au travail. Certaines choses, on les construit à partir de rien. D'autres, on les reconstruit à partir de ce qu'il reste. Dans un cas comme dans l'autre, le travail est le même. Des mains fermes, les bons outils, et assez de patience pour aller jusqu'au bout.